Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. C'est pas pour me vanter, mais je me souviens qu'adolescent, j'ai lu 1984 de George Orwell, cette plongée glaçante dans une société totalitaire perpétuellement en état de guerre et ayant pour devise la liberté, c'est la servitude, l'ignorance, c'est la puissance. À sa tête, Big Brother, leader omniscient qui, grâce à une technologie de pointe, voit tout et sait tout. Big Brother is watching you. C'est dans cette société que vit et travaille Winston, le héros de 1984. Dans le service chargé de réécrire les archives qui contredisent le présent et les promesses passées de Big Brother. En somme, réécrire l'histoire en effaçant le passé et la mémoire de ce passé. Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, 30 secondes sur cette idée. Réécrire l'histoire en effaçant le passé et la mémoire de ce passé. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots? Réécrire l'histoire en effaçant le passé et la mémoire de ce passé. Tiens, voilà un joli oxymore en tout cas. Il m'a tourné dans la tête pendant toute la semaine, tellement ces images de statues déboulonnées, ces propositions de changement de nom de rue me faisaient penser au travail de Winston dans 1984. Alors quoi ? Faut-il faire disparaître les traces des salauds ou les laisser en place en donnant la description de leur saloperie? Jeter les statues à la mer ou les placer dans un musée qui parlerait, par exemple, de la traite des Noirs, musée qui n'existe toujours pas en France, avec commentaires et démarches pédagogiques au sens de faire comprendre. J'ai vu qu'à Bordeaux, cette semaine, la mairie avait commencé à faire accompagner la plaque de rue portant le nom d'un négrier bordelais d'une explication historique. Ainsi, sous la plaque de la rue David Gradis à Bordeaux, on peut désormais lire depuis mercredi: la firme David Gradis et compagnie a armé 221 navires pour les colonies de 1718 à 1789, dont 10 pour la traite négrière. Tiens, voilà une idée à creuser, une idée qui éviterait sûrement ce paradoxe de vouloir exorciser le crime par l'effacement de la représentation de ce crime. Et du coup, laisser le champ libre aux futurs négationnistes de tout poil qui auront beau jeu d'appuyer leur dénégation future sur l'absence de représentation du crime et de ses auteurs. Et puis faire en sorte de nommer ainsi dans l'espace public le crime et ses auteurs au vu à l'ensemble de la population, c'est sans doute la meilleure façon d'accorder une reconnaissance de victimes aux victimes justement. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir par Tulipe, dont c'est le retour ce soir. Bonsoir Tulipe, quelque chose à rajouter pour les auditeurs? Non, elle nous fait simplement un grand signe de main et un sourire prodigieux depuis l'aquarium où elle s'est confinée avec son masque évidemment de rigueur puisque nous sommes dans une station complètement confinée. Émission en direct toujours ce soir, en direct de Radio Campus, en mode déconfination, je vous le disais il y a 2 minutes, déconfination et urgence sanitaire, 3 maximum dans le studio, 1 mètre de distance réglementaire entre nous, cellophane sur les bonnettes des micros et gel hydroalcoolique à l'entrée de la radio. Au programme de ce 883e numéro, on retrouvera le clou dans l'œil, la pastille art visuel de Manuel Pomar et la chronique pelliculaire de notre bon professeur Thibault. Et puis nous prendrons également des nouvelles de la CAF Poésie. Pour cela, j'aurai dans quelques instants Yann Valade au téléphone. Et puis je recevrai Julien Terrier, élu CGT et secrétaire du CHSCT des CHU toulousains, à quelques jours de la journée d'action pour
pour la défense de l'hôpital public de mardi prochain. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Une nouveauté qui ne sortira qu'en septembre prochain, les Fanflures. Les Fanflures sont sur le point de sortir un deuxième album. Nouvelle occasion d'écouter cette fanfare mélangeant funk, jazz, esprit brass band, flow urbain et énergie absolument jubilatoire. Les Fanflures, on écoute tout de suite Someone Like You, extrait donc de leur deuxième album qui sortira en septembre, La Rumeur d'Or, album dont nous avons la primeur. Merci à eux de nous l'avoir envoyé. Les Fanflures tout de suite dans Caramel Mou en direct, et c'est tant mieux. Et oui, et puis c'est tant mieux, et comme évidemment à chaque fois il faut reprendre les bonnes habitudes, j'avais oublié que c'était moi qui commandais désormais la petite machine de Radio Campus sur mon petit iPad. Il faut donc que je retrouve tout de suite les Fanflures, ce qui ne va pas tarder, je vous le promets. Les Fanflures donc, extrait de ce nouvel album La Rumeur d'Or. On écoute tout de suite Someone Like You. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Yann Valade? Oui. Voilà. On a eu un peu de mal à vous avoir la semaine dernière. D'ailleurs, on n'a pas eu de mal à vous avoir la semaine dernière. On ne vous a pas eu du tout. Et oui, j'étais trop loin.
Sur ma banquise, sans doute, les ondes ne sont pas passées. Ouais. Et, C'était encore le déconfinement qui n'avait pas encore eu lieu. En tout cas, on voulait vous avoir la semaine dernière, puisque la semaine dernière, vous repreniez les concerts à la CAFPO, concerts que vous maintenez pendant tout le mois de juin et un peu au mois de juillet également. Mais un peu beaucoup, en juillet et en août. Voilà. Mais avant de revenir un peu sur cette programmation, racontez-nous un peu votre confinement de 3 mois. Comment s'en sort la CAFPO après 3 mois de fermeture totale ? Oh ben nous c'était vraiment génial, hein. On a profité du confinement pour monter une web radio, Radio CAFPO. On a même maintenant un SoundCloud avec des podcasts et ça a été super parce que ça nous a permis de proposer aux artistes un espace d'expression, si ce n'est nouveau, en tous les cas différent de ce qu'on propose habituellement à la cave. Et c'était vraiment génial parce que plein d'artistes ont répondu présent, que ce soit par exemple Simon Chouf, parce que je sais que vous aimez bien la musique, mon cher Joe Kangourou. Simon Chouf, tous les 15 jours, il a proposé un live depuis chez lui, un live Facebook. Il y a Sec, on a sorti des archives des concerts qu'ils avaient fait à la Cave Poésie, à la fois sur Moondog, sur Léo Ferré, ce qu'ils avaient fait aussi sur Le Vin. Plein de groupes comme ça ont proposé, les accordéonistes, on a même proposé un bal. Pendant le confinement des danses de salon, c'était idéal, non? Donc voilà, il y a une dizaine d'accordéonistes via Zoom qui ont proposé un bal pour le 8 mai. Bon, je vous avoue que l'ambiance était un peu années 50, libération, quoi, hein, au niveau de la qualité du son. C'est plutôt dans les années 40, années 50, mais c'était génial d'avoir Florian de Monzan, Corentin Restif, chacun chez soi, bien confiné, Thierry Roch, et en même temps Claude Delrieux. Claude Delrieux, tout à fait. Et c'était vraiment extra. Une opération et une aventure qui continue, Radio CAFPO, ou elle s'est arrêtée avec le déconfinement ? Non, elle s'est arrêtée avec le déconfinement. On a mis en place le site de podcast avec le SoundCloud. Vous pouvez trouver ça sur le site de la CAFPO. Mais on va sans doute la faire revivre assez régulièrement durant l'année. C'est maintenant devenu un outil supplémentaire pour la cave. Donc régulièrement, je pense qu'on va la ressusciter. Et financièrement, la cave, là, elle sort de ce moment de crise comment ? Grâce au chômage partiel, ça va à peu près en serrant les fesses. Mais il faut que le public, faut que le public soit au rendez-vous maintenant qu'on a réouvert, quoi. Si le public est pas là, ça va vraiment être rude. On a entendu parler pendant tout le confinement d'aide aux entreprises, d'aide aux petites structures de restauration, de spectacles, de choses comme ça. C'est des déclarations en l'air ou c'est des choses qui vous ont aidé aussi, facilité c'est réel. C'est réel. Non, pour la cave, en tout cas, ça a été réel. Ça a été réel. Je veux dire, je serais pas là, Joas, à vous parler de Radio CAFPO si on n'avait pas eu le chômage partiel. Non. D'accord. Le chômage partiel, il a sauvé le lieu, clairement. Il a remplacé la billetterie et le bar qu'on n'a pas réussi à avoir pendant 2 mois. Non. Donc là, on était morts. Vous avez repris les affaires la semaine dernière avec vendredi dernier un concert de Guillaume Lopez qui pendant tout le mois de juin va venir à la cave le vendredi soir à 19h30 avec un invité à chaque fois et ça sera des concerts en duo. Ce soir, Eric Frage. Le principe de cette programmation estivale, c'est quoi? Elle diffère de la programmation estivale que vous aviez d'habitude de monter sur ces 3 derniers étés? Non, pas du tout. Chaque été, la Cave Poésie propose une programmation qui est exclusivement musicale, fidèle à elle-même. Ce sont des artistes de la région, une programmation pluridisciplinaire, donc musique du monde, jazz, chansons françaises. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. La différence, c'est que normalement en juin, on a encore un peu de spectacle et puis on accueille des projets, soit des ateliers d'école, des trucs comme ça. Là, comme il n'y avait rien, quand Guillaume Lopez nous a proposé de venir faire des apéros tous les vendredis soirs, on a dit banco. Et finalement, on a monté une programmation en juin, le vendredi et le samedi, pour se remettre petit à petit dans le rythme des accueils de public et puis pour tester ces fameux gestes barrières qui nous sont demandés. Ouais, très bien. Voilà, mais c'est d'abord avant tout l'envie de retrouver le public, de faire la fête avec. C'est pour ça qu'on l'a mis à 19h30 à l'heure de l'apéro pour boire un coup tranquille et sans se prendre la tête. Les premiers de la semaine dernière, le public était là ou pas encore? Ouais.
Ouais. Ben, ce soir, avec les mesures barrières, les réductions de jauge. public, on est complet. Il y a une petite liste d'attente. Demain, c'est un peu plus timide, donc s'il y a des gens qui ont envie de venir, n'hésitez pas à venir demain. Donc demain, c'est Alice Béag et Lou David, un duo de tchatch. Ouais. Alice Béag est accordéoniste, Lou David sera au tambourin, et en même temps, c'est des tchatcheurs terribles dans la tradition de la tchatch toulousaine, façon Fabulous Troubadour. Complètement. Voilà, c'est vraiment des propositions lumineuses pour faire la fête, quoi. Très pour bien. S'amuser, pour... Voilà, donc ça se passe ce soir. Donc ce soir, je le disais tout à l'heure, c'est Guillaume Lopez qui sera avec Éric Frage pour un spectacle autour de la chanson. Et puis demain, donc Alice Béag et Lou David pour un duo de tchatch, accordéon et tambourin. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller sur le site de la CAFPO pour voir la programmation des semaines suivantes. Il va y avoir Simon Chouf avec Simon Barbe, il va y avoir Corentin Grélier, que certains de vos auditeurs ont peut-être connu lorsqu'il avait le groupe Camus, oui. Qui va être là avec Claude Delrieux, et puis Guillaume Lopez qui va revenir avec un super guitariste qui s'appelle Morgan Astruc, et le fin juin avec un accordéoniste qui s'appelle Clément Rousse, pour un bal folk. Donc on verra le 26 juin où on en est au niveau des mesures barrières, mais d'ici là, ça se trouve, on pourra à nouveau se frotter les uns aux autres pour danser. Donc voilà, venez à la CAFPO, c'est le vendredi et le samedi à 19h30. Voilà, et je vous remercie de nous avoir accordé quelques minutes, et puis on va parler aussi, parce qu'on va écouter un morceau juste après. Je voulais également parler de la personne qui sera chez vous pendant toute une semaine, du 7 au 11 juillet, puisque là, vous allez... Frédérica, vous avez son dernier album. Et bien voilà. Et vous êtes parfait, Joe Kangourou, c'est incroyable. Vous avez les trucs qui sortent à peine, là, tout chaud du four, c'est incroyable. Voilà, et donc... Moi, je l'ai pas. Et bien oui, et donc Frédérica qui vient de sortir un album absolument somptueux, enfin un petit 6 titres, on attend bientôt qu'elle nous donne la suite des compositions qu'elle prépare depuis 2 ans et demi. Un premier 6 titres qui s'appelle Body est sorti il y a à peu près 15 jours. On va en écouter tout de suite un extrait. Et donc elle sera chez vous du 7 au 11 juillet. Elle sera également au Métronome le 1er juillet. Ça veut dire qu'on va avoir plein d'occasions de voir sur scène les morceaux qui sont inclus dans ce premier EP sous le nom de Frédérica, Body qu'il s'appelle. Et là, on va écouter What Is This. Merci Yann de nous avoir téléphoné, et à bientôt. À bientôt. Merci Joe. Ciao. Frédérica Alesina, donc What Is This, extrait de son premier EP Body. C'est tout de suite. Et après, c'est à nous.
when the chain is breaking. Hard are the choices, no matter where you cleave. Now you left my way like a wild dog leaves an empty territory. The party's over, like my life it seems. What is this state I'm going through? What is it? Or it's just right untrue? Then what is it? If life was just a game to play, then soon I'll be losing you, and then soon I'll be losing you, and then soon you'll be losing me. Caramel mou. Caramel. Julien Terrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu CGT et secrétaire du CHSCT central des CHU toulousains. Et on va revenir un peu sur ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, sur ce qui s'est passé la dernière année, peut-être sur ce qui s'est passé cette dizaine d'années que l'on vient de voir passer dans les hôpitaux hexagonaux. On peut dire quand même que l'hôpital a été au centre des préoccupations de ces 3 derniers mois. Et si l'ensemble des soignants ont été célébrés tous les jours à 20h par la population, ce personnel soignant n'a pas été épargné pendant ces 3 mois. Cadence infernale, manque de moyens qu'il a fallu surmonter comme vous le pouviez, beau discours de façade, mais retour dès la crise passée aux vieux poncifs économico-managériaux, c'est-à-dire qu'actuellement on reparle dans les hôpitaux d'occupation de lits, de rentabilité, de choses comme ça, de tarification à l'activité, et puis également un fonctionnement, justement la tarification de l'activité qui a nettement impacté la gestion et le fonctionnement des divers services des hôpitaux toulousains. De fait, c'est depuis plus d'1 an que l'hôpital hexagonal est en grève. On l'oublie souvent de le dire. C'est depuis 1 an, bien avant la loi sur la retraite, que les hôpitaux se sont mis à grève. Étonnamment, les urgences. Et il a fallu que les toubibs et les patrons de services décident de faire la grève administrative pour qu'on commence à en parler dans les gazettes. Mais n'empêche, ça fait plus d'1 an maintenant que vous êtes en grève qui a recommencé dès le début du déconfinement, puisque le 11 mai, il y avait déjà un mouvement de protestation organisé devant tous les CHU toulousains. Et donc cet appel à manifestation mardi prochain, 16 juin, à l'appel donc d'un certain nombre de syndicats nationaux, puisque cette grève est nationale. Julien Terrier, quelle est un peu la situation après ces 3 mois de crise ? On a un personnel qui est... Alors, ça a été assez paradoxal pendant la période parce qu'en même temps, on a fait comme d'habitude, c'est-à-dire pallier aux grosses difficultés hospitalières, c'est-à-dire à la prise en charge de la santé de la population dans des conditions les plus difficiles qui soient. Et on a eu, surtout à Toulouse, on a eu le début de l'épidémie qui est monté très très fort, comme dans les zones d'Europe les plus importantes. Et la chance qu'on a eue, c'est d'être en décalage de 15 jours avec tout le reste. Et le fait des mesures sanitaires a fait que la vague n'est pas arrivée à Toulouse. Mais on partait quand même très fort et donc l'hôpital a dû se restructurer complètement. Et donc en vrai, les agents de l'hôpital ont dû se restructurer pour faire face au Covid, mais seulement au Covid. Parce qu'on a tellement pas assez de personnel
qu'on a pu gérer que les urgences vitales et le Covid. Et c'est ça que la leçon de cette situation, c'est qu'un hôpital maintenant, normalement un hôpital, c'est soigner, c'est enseigner et c'est faire de la recherche. Donc normalement dans une situation de crise, on a assez de monde pour gérer les crises et continuer le fonctionnement normal. Parce que la deuxième vague qu'on peut avoir aujourd'hui, on espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague Covid épidémique, mais par contre la deuxième vague qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est celle des retards aux soins. C'est-à-dire que de tous nos patients, parce qu'un hôpital, il faut comprendre qu'un hôpital maintenant c'est beaucoup de soins chroniques et de patients chroniques qui viennent, qui sont suivis, etc. Et 2 mois, voire 3 mois de retard aux soins, ça a des conséquences très très graves sur la prise en charge. Et donc on en est là, c'est-à-dire qu'on est pendant la période Covid. Alors le paradoxe, c'est que quand des médecins maintenant a demandé des moyens, on les obtenait. Donc c'est juste un truc de fou pour nous parce que on n'a jamais obtenu les moyens qu'on demandait. Donc là, il y avait ce côté positif-là, mais le côté aussi négatif, c'est que on a du retard aux soins, que ce soit dans les soins et que ce soit en psychiatrie aussi. En psychiatrie, il y a un vrai problématique de seconde vague entre guillemets aujourd'hui. Oui, puisque c'est maintenant que les malades psychiatriques vont sans doute décompenser. Tout à fait. Et même des nouveaux malades peuvent apparaître et c'est ce qui est vu aujourd'hui. Puisqu'il faut bien se souvenir dans le fonctionnement que vous nous décrivez que pour pouvoir absorber l'ensemble des malades qu'il devait arriver, vous le disiez à Toulouse, il y en a eu moins que prévu, mais Toulouse a quand même absorbé pas mal de malades qui venaient de la région parisienne ou qui venaient de l'Est de la France. Mais pour pouvoir absorber l'ensemble des malades qui arrivaient, il a fallu fermer pas mal de services. Et ça veut dire qu'effectivement, si certaines personnes n'ont plus été suivies par les hôpitaux, c'est parce que les lits étaient fermés pour pouvoir être utilisés au cas où des malades du Covid arriveraient à Toulouse. Tout à fait. Et puis, de toute façon, les directions hospitalières savent qu'il y a un sous-effectif. Donc, ils se sont dit, alors si on a une partie du personnel malade, donc on a demandé, et c'est vrai, les directions de l'hôpital a demandé à ce que des agents malades viennent travailler avec le masque et avec des symptômes du Covid, ce qui est un scandale. Mais tout ça vient de quoi ? Vient du sous-effectif structurel qu'on a dans les hôpitaux. Nous, on évalue à 1500 agents manquants au CHU de Toulouse. Alors pourquoi ? Parce que déjà il y a un sous-effectif structurel, c'est-à-dire pour remplacer les absences structurelles, il faut 500 postes et il faut créer de nouveaux services. Il y a 15 000, enfin entre 10 000 et 15 000 nouveaux Toulousains chaque année. On voyait le métro s'agrandit, Toulouse s'agrandit, le métro s'agrandit, Toulouse s'agrandit, l'hôpital rétrécit parce qu'on a perdu de 270 postes là depuis 2016 et on en est presque à 400 postes depuis 2014, ce qui est dingue. Il faut peut-être rappeler aussi que l'hôpital, à l'encontre de pas mal de secteurs économiques en France, n'a pas complètement récupéré l'écart qu'il y avait entre les 39 heures et le passage aux 35 heures. Et qu'effectivement, ce moment-là a été à l'origine d'un certain nombre de pertes de postes. Tout à fait. Nous, ce qu'on disait dès le départ, au passage, j'étais pas, mais bon, j'ai lu ce qui passait, c'est qu'on disait, nous, il fallait passer à 32 heures tout de suite dans les hôpitaux. Pourquoi ? Parce que c'est 39 moins 30, ça fait 7 et on aurait pu embaucher des postes entiers, on aurait pu créer de nouvelles équipes entières. Donc c'est ça l'erreur qui a été faite. Donc en étant à mi-chemin à 35 heures, d'ailleurs on est passé à 32h50 en nuit. Ouais. On est à 32h50 en nuit. Donc c'était pas utopique, il fallait faire ça. Et on est passé à 35 heures, mais sans aucune embauche. Donc en fait, on a dû travailler en intensité de façon dingue depuis le passage de 35 heures. Et après, avec toutes les restructurations hospitalières, d'ailleurs, on a des expertises parfois sur des restructurations. On a des gains de productivité d'entre 30 et 40% sur une restructuration. On a des experts qui viennent régulièrement. Ils disent on n'a jamais vu ça, même dans l'industrie automobile, dans toute forme d'industrie. Il n'y a pas des gains de productivité de cet ordre-là. Il y en a même une qui m'a dit mais vous n'avez pas d'actionnaires. Parce que normalement, c'est les actionnaires qui demandent des choses comme ça. Non, mais ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Il y a des idées pour ça. À ce stade de l'entretien, je voudrais vous faire écouter un petit montage que l'on a fait. Nous sommes en 2007. C'est un ministre qui s'appelle Éric Woerth qui parle. Et voilà ce qu'il dit en 2007 de l'hôpital. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Donc. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Et les lits d'hôpitaux ne sont pas occupés suffisamment. Il faut continuer à regrouper les hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France.
Il y a trop de lits d'hôpital en France. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps, la santé contient des gisements de ressources. On peut baisser les prix des médicaments, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des hôpitaux. Ça, on peut le dire quand on est dans l'opposition. Oui, mais on peut le faire aussi quand on est dans la majorité. Et nous avons commencé à le faire. On a réduit le nombre d'hôpitaux en France. Et c'est une bonne chose. Voilà, on a réduit le nombre d'hôpitaux en France et c'est une bonne chose. Et c'était Éric Woerth en 2007. Je suppose qu'Éric Woerth, toujours en activité en 2020, doit regretter l'invention du magnétophone. Donc quand on entend ce discours-là et qu'on se souvient qu'à peu près à cette même époque, on a commencé à pouvoir dire au personnel hospitalier qu'il fallait produire du séjour, alors qu'avant on disait il faut prodiguer des soins. Le problème il vient aussi de cette façon de revoir les choses et de ce nouveau paradigme. Mais on a subi le New Public Management, c'est-à-dire tu parles de 1984, c'est ça, c'est l'application des mesures industrielles. On a eu une conférence à Toulouse où il y avait le Lean Hospital, de mettre en place le Lean Hospital, les méthodes industrielles adaptées à l'hôpital pour le bien-être de tous. Et le titre de la conférence était comme ça. On l'a envahi évidemment, mais c'était vraiment Julien Terrier est délégué CGT. Oui, voilà. Il y a aussi un certain atavisme. Exactement, tout à fait. Mais c'est bien ça, on a l'absurde qui est rentré dans la gestion hospitalière. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire du déficit hospitalier, il faut comprendre qu'un hôpital en déficit, c'est très très bon puisque c'est un hôpital qui soigne les gens. Donc c'est impossible. Qui prend le temps et qui dépense plus que ce qu'on donne aux hôpitaux. Et comme on donne en restriction aux hôpitaux, plus il y a de déficit, plus un hôpital soigne bien. Et là, on a un gros déficit. On va dire qu'on soigne bien. Mais sauf que les politiques publiques sont en train d'essayer le fameux Copermo, qui est un plan d'austérité sur l'hôpital, qui continue. On a encore un document là et qui continue même après la crise Covid et veut réduire les lits, encore une fois, Woerth est encore par là, et veut réduire les lits et réduire encore les coûts hospitaliers. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on nous dit qu'on fait des dépenses de santé. On est une dépense de santé. Moi, mon salaire, c'est une dépense de santé. Alors que dans une clinique privée, quand ils font un acte, c'est une richesse. C'est la création de richesse, c'est du PIB. Donc évidemment que c'est faux. Nous, on crée de la richesse. C'est-à-dire qu'on est des créateurs de richesse, mais gigantesques. Quand on guérit quelqu'un ou quand on fait en sorte que quelqu'un ne tombe pas dans la dépendance ou quand on soigne des petites choses, on fait en sorte que le pays crée des richesses et des richesses sociales, des richesses humaines, etc. Et ça, il faut le voir comme ça. Donc donner de l'argent à la santé, c'est-à-dire cotiser à la sécurité sociale, etc., c'est créer des richesses et c'est créer du PIB même, et pas en faire de la décroissance. Ce qui est quand même fou après cette crise, alors même pendant la crise, il faut rappeler quand même que le responsable de l'ARS, alors je ne sais plus quelle région de l'Est de la France a été mis à l'écart parce qu'il avait continué à dire que malgré la crise, le plan de restructuration des hôpitaux, dont je ne sais plus si c'est l'Alsace ou la Lorraine, allait continuer. Bon, là quand même le gouvernement lui a dit vous allez peut-être rester en retrait, mais pas parce que c'était faux, c'est parce qu'il avait le tort de le dire. Mais on y revient, ça veut dire qu'effectivement, juste après le déconfinement, on a commencé à reparler de gestion des lits, de rentabilité, de plan d'économie, de restructuration, de mutualisation. On croit rêver, alors que cette crise-là nous a montré quand même un certain nombre de choses et qu'effectivement, l'hôpital avait pâti faute de moyens. On parle souvent de l'exemple allemand, il faut simplement se rappeler que les Allemands, eux, n'ont pas fermé des lits, alors que dans la même période, c'est-à-dire les 10 dernières années, il y a eu plus de 7000 lits qui ont été supprimés dans l'hôpital français. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut, là, les restructurations, même ils accélèrent pendant la période. Je vous cite un exemple, ce week-end, en cardiologie à Rangueil, ils ont déménagé 3 services, complètement fou. Ça demande énormément de préparation, normalement. Mais ils vont très très vite dans la logique managériale, etc. Ils ont en tête les partenariats public-privé, ils ont en tête, même le gouvernement aujourd'hui a en tête de transformer les hôpitaux en ESPIC, établissements de santé privés d'intérêt collectif, c'est-à-dire d'enlever le statut public de l'hôpital, et c'est ça qui est derrière le Ségur. C'est pour ça que la situation est extrêmement grave et qu'on appelle le Ségur, la fosse, le grand débat de la santé, c'est-à-dire la fausse négociation qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une mobilisation gigantesque aujourd'hui, parce qu'ils
sont en train de mettre en danger réellement les hôpitaux et ils veulent aller jusqu'au bout de leur logique. Leur logique, c'est de limiter les dépenses de santé dans le PIB. C'est en fait ça. Comme ils ont fait sur la retraite, ils voulaient limiter les retraites à 14% du PIB. Ils veulent limiter les dépenses de santé à le pourcentage qu'ils auront choisi de richesse. Il faut imaginer que l'Allemagne met 4% du PIB pour les hôpitaux publics. La France met 3,5%. Mais c'est dans l'échelle du PIB. Un PIB, c'est 2400 milliards d'euros. Donc 0,5%, c'est gigantesque. C'est ce qu'il faudrait mettre sur la table tout de suite. Des milliards d'euros qu'il faudrait qu'ils mettent sur la table tout de suite. Il a su le dire pour le tourisme, pour l'automobile, pour l'aéronautique. Pour l'aéronautique, bien sûr. Pour l'hôpital. Mais pas encore pour l'hôpital. Non. Vous parliez de restructuration de services. Il se passe la même chose actuellement sur les urgences à Toulouse, où les urgences adultes et les urgences infantiles ont été regroupées avec des problèmes de gestion d'équipe, où je vais pour passer la nuit, qui est complètement à bracadabra. Ah oui, tout à fait. Là, ils vont très très vite, même on n'arrive même pas à suivre tellement ils vont vite. Et même eux-mêmes nous disent qu'ils n'arrivent même pas à suivre les restructurations hospitalières parce que c'est une dérégulation totale là, du fonctionnement hospitalier et toujours dans la recherche de profit. Alors, sur le Copermo, il continue au CHU de Toulouse. On a toujours le Copermo au CHU de Toulouse. Vous rappelez le voilà, Copermo dont tu as parlé sur le Grand Est, c'est un plan de restriction pour revenir à l'équilibre. C'est ça, le retour à l'équilibre final. Alors, on veut nous remettre à l'équilibre pour continuer à moins bien soigner. Quoi. Donc, c'est complètement dingue. Donc, le CHU de Toulouse, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vendu énormément de patrimoine pour essayer de combler le déficit. Et essayer de pressuriser la masse salariale, comme ils disent, c'est-à-dire les emplois, les salaires, les droits aussi des agents du CHU. C'est pour ça qu'il y a une énorme pression managériale contre les droits des agents du CHU et il y a une énorme résistance aussi par rapport à ça. Et tout ça, et encore aujourd'hui, de fait, et veut encore... c'est dans la tête des directions hospitalières, c'est encore le cas, quoi. C'est encore ça. Donc mardi, vous appelez à une journée d'action. On rappelle que nous avons été quelques-uns à se mettre à nos fenêtres à 20h pour applaudir les soignants. Et puis il y avait plus que les soignants, il y avait tous les gens qui faisaient qu'on pouvait continuer à croûter, à se déplacer, à recevoir du courrier. Enfin bon, il y avait quand même plein de gens en dehors des soignants qui étaient concernés par ces applaudissements. On peut imaginer que s'il n'y avait que 10% des gens qui étaient aux fenêtres pendant toute cette période de confinement, il risque d'y avoir du monde mardi. On a titré, on s'est avancé, mais on y croit, manif monstre. On pense vraiment qu'il faut une majorité de la population. C'est vrai que nous, les soignants, on est en première ligne et on a été... visible, mais on n'était pas les seuls en première ligne. Il y avait tout ce que tu dis, beaucoup de travailleurs invisibles qui ont montré, et c'est souvent ceux qui sont mobilisés avec souvent des gilets jaunes aussi il y a quelques temps, et qui là sont apparus essentiels pour le pays. Nous, on veut être un peu les porte-voix parce qu'on a de la chance d'avoir une légitimité, une aura, et on s'en sert en vrai, mais puis c'est mérité, on va dire. Donc on s'en sert pour aussi mettre en lumière toutes les premières lignes et tout le monde, et aussi ceux qui ont applaudi au balcon. Maintenant, c'est l'heure de défendre concrètement l'hôpital public et la sécurité sociale, parce que derrière tout ça, c'est la sécurité sociale. Si on parlait du chômage partiel, s'il n'y a pas de chômage partiel, s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de retraite, le pays serait dans la misère juste en 2 mois de confinement. Faut imaginer parce qu'on était à la CPM là dernièrement, et ils nous disaient qu'il y avait chaque jour la CPM de Toulouse redistribue 8 millions d'euros par jour directement du patronat, des cotisations sociales, vers la population. Et ça, sans compter l'hôpital. L'hôpital, c'est encore plus par jour. Donc, faut imaginer qu'on a ce système de redistribution des richesses qui est extraordinaire, qui fait vivre les intermittents, qui fait vivre tout un tas de populations, et qui fait vivre des chômeurs ou des gens qui ne sont pas concernés par le chômage partiel, parce que on a tendance aussi à l'oublier. Dans les intermittents, il y a ceux qui ont le statut d'intermittent, mais il y a aussi des artistes qui n'ont pas le statut d'intermittent, donc eux qui touchent rien. Et chez les salariés, les travailleurs, les ouvriers, il y a des ouvriers qui travaillent au noir. Et ceux-là, ça fait belle lurette qu'ils n'ont pas touché un salaire. Donc en tout cas,
mot d'ordre pour le 16 juin, départ de la manif. Départ de la manif, allée Jean Jaurès. Donc on va s'étaler sur les allées Jean Jaurès et évidemment qu'on aimerait partir en cortège. On a vu que la police avait défilé, donc nous on veut défiler aussi et je pense qu'ils nous laisseront défiler. Voilà. Oui, ce matin on a tous vu sur les Champs-Élysées défiler de voitures de la police et puis dans les rues de Paris aussi, les policiers manifestaient pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec Castaner. Et sur ce point-là, on va presque être d'accord avec eux. Julien Terrier, merci en tout cas d'être venu nous parler donc, de la situation actuelle de l'hôpital public et puis de cette manifestation et de cet appel à mobilisation qui aura lieu donc mardi prochain, 16 juin à Toulouse. Départ du mouvement aux allées Jean Jaurès. À quelle heure, vous l'avez dit ? À quelle heure ? 14h. Et déjà marqué sur votre agenda le 30 juin et le 14 juillet, parce qu'on ne va pas laisser Macron rendre hommage aux soignants et se faire sa com sans s'inviter à son petit rassemblement à Paris. Voilà, là vous n'êtes pas gentil parce qu'il vous a donné des médailles quand même. Ne l'oubliez pas. Julien Terrier, merci beaucoup en tout cas d'être passé ce soir nous voir. Merci. I wake up early this morning, beckoned by a brightening sun. Every part of my body asks me if I wanna run. Ain't got no time to waste, not even for a coffee or a cigarette. I wanna think big, make it big, like a thief of Ludwig from now until sunset. As Marvin says, ain't no mountain high enough, tell me if it's wrong. There's a warm breath rising from me while I'm writing this song. This day is mine, yes I know it. Can be held by any limit. Nothing can bring me down, down, down. My will is like a blazing fire. Have no fear, no pressure. This world will be my playground, round, round, playground. I wake up early this morning. I wake up early this morning. Nothing could be better. I just swim on my brain like fish in sweet water. I tell you what, motivation is not about control. It's a matter of letting things slide. I guess I'm wild, but I'm doing great so far. It's funny how easy it can be from time to time. How the right state of mind makes everything right. As Curtis says, move on up towards the destination. You're damn right. Thanks for your advice, you were a source of inspiration. So do you wanna come with me inside my imagination? This day is mine, yes I know it. Can be held by any limit. Nothing can bring me down, down, down. My will is like a blazing fire. Have no fear, no pressure. This world will be my playground, ground, ground. This day is mine, yes I know it. Can be held by any limit. Nothing can bring me down, down, down. My will is like a blazing fire. Have no fear, no pressure. This world will be my playground, ground, ground. My playground. Vous croyez qu'en radio ça va marcher ça ? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel.
Manuel Pomar, bonsoir. Bonsoir. De vous voir en chair et en os et voir que finalement ces 3 mois de déconfiture ne vous auront pas trop abîmé ni le teint ni la structure générale J'irai pas jusque-là. me rend absolument joyeux. Vous allez donc bien? Oui, je vais j'ose pas aller jusqu'à très bien. Hein. Non, mais je vais bien, oui. Comme tout le monde, le déconfinement est un peu complexe, avouons-le. Donc, avant de commencer votre chronique, comment on va le faire pour tout le monde qui va venir ici pendant les 1 mois et demi qui nous séparent de la fin de la saison radiophonique campusienne? Comment allez-vous et comment va aussi la structure dont vous vous occupez, qui est lieu commun, je le rappelle, puisque vous êtes le directeur artistique, lorsque vous n'êtes pas chroniqueur dans cette émission, de lieu commun? Écoutez, on a repris le 11 mai à lieu commun, mais malheureusement, comme nous n'avions pas d'exposition en cours, nous ne recevons pas de public et je pense que ça ne se fera pas avant septembre ou octobre. Malgré tous les ateliers, on a 11 artistes qui travaillent chez nous. Nous faisons aussi des formations. Les formations ont repris. Il faut plus d'espace justement pour les formations parce qu'on fait du moulage par exemple, du modelage et au lieu d'avoir 3 personnes sur un établi, il faut 1 personne par établi, toutes ces choses-là. On apprend à vivre comme ça. On travaille sur un nouveau projet, média. Je dois avouer que je prends beaucoup d'exemples sur Caramel Mou pour construire ce nouveau projet. Ce sera, comme nous sommes dans les arts visuels, ce sera de la télé sur le web. On a les moyens, les moyens. Non, on n'a pas les moyens. mais l'idée, c'est de. Ça paraît inconcevable de faire de l'art visuel sans qu'on le voit. C'est ce que je vais faire dans 2 secondes. Voilà. Mais je vais vous en parler en tous les cas. Non, mais l'idée, c'est de parler d'art visuel parce que on a parlé des difficultés des artistes intermittents pendant cette crise et je pense que nous continuerons à en parler, qui sont comme tous les autres travailleurs, n'ont pas pu travailler, donc n'ont pas eu de moyens. Et les arts visuels ont toujours été les plus invisibles, paradoxalement. Donc on s'est dit qu'on allait travailler à un peu effacer cette invisibilité. Donc, en effaçant, nous faisons apparaître les choses. Bon, voilà. Je pense que vous n'aurez pas d'image avant septembre, parce que ça demande du boulot, mais on bosse là-dessus. Vous nous en reparlerez d'ici là. Donc, en tout cas, il y a un certain nombre d'institutions toulousaines qui ont réouvert. Et c'est heureux. Et notamment, le musée des abattoirs. Le temple. Voilà, qui depuis 15 jours, depuis la semaine dernière, mercredi dernier, a réouvert avec une exposition qui avait été fermée pour cause de confinement. Voilà, qui avait démarré 2 mois et demi auparavant. avant. Oui. Moi, c'est aujourd'hui. En fait, j'y étais aujourd'hui à midi. C'est la 2e exposition que je vois. D'habitude, moi, je vois 2-3 expos par semaine. Là, j'ai passé en 3 mois, j'en ai vu 2. Et j'ai été aux abattoirs tout à l'heure. Nous étions 5 visiteurs dans les abattoirs. Je ne sais pas quelle est la fréquentation. Évidemment, on visite avec un masque. Évidemment, on le gèle à l'entrée. Et un sens de lecture de l'exposition. Ça, c'est très paradoxal. Pour moi, l'exposition, la particularité d'exposer des œuvres, c'est de pouvoir imprimer son rythme à la lecture des œuvres, aller d'une salle à l'autre, sans sens de lecture. Il y a des livres pour ça, c'est très heureux aussi. En tous les cas, malgré toutes ces contraintes, c'est une exposition que je conseille. Elle s'appelle Viva Gino. Donc c'est Gino Di Maggio, c'est un collectionneur sicilien qui était ingénieur qui dans les années 50-60 s'est intéressé à des formes d'art qui étaient à cette époque-là très marginales mais qui étaient l'art avant-gardiste de ce temps-là, donc comme Dada. Comme le futurisme. Le futurisme, c'est le début du siècle. Moi, j'ai beaucoup de retenue sur le futurisme parce que c'est un art aussi qui fait l'apologie de la machine, l'apologie de la vitesse. Alors, à cette époque-là, c'était la nouveauté. Mais aujourd'hui, n'est-on pas un peu étranglé par cette trop idée vite de la vitesse, dans la vitesse. Et si une des rares choses à apprécier de ce confinement n'était-ce pas le ralentissement ? La lenteur, sans doute. Donc après le futurisme a produit des œuvres éminemment intéressantes. Il y a aussi le mouvement Fluxus, donc ce rapport au son, à la poésie sonore. Et j'étais heureux. Alors, je vous parle de Viva Gino, je vais vous parler aussi d'une autre œuvre. Ensuite, une œuvre dans la rue, l'art pour tous, l'art visible
pour tous les passants. Et ce dont je vous parle, c'est aussi d'un voyage dans le temps. Là, je vous fais remonter dans les années 50-60 et tout à l'heure, on remontera dans les années 90. Chose qui n'était pas arrivée aux abattoirs, je ne sais plus, depuis peut-être plusieurs années. Enfin, oui. La nef est occupée par des œuvres. Parce que malheureusement, comme l'hôpital public, l'art public, les musées, doivent être rentables. On se demande bien pourquoi. Là aussi, quelle est la valeur ajoutée de la rentabilité, si ce n'est qu'elle a failli nous tuer là, ces 3 derniers mois, la rentabilité. Et donc la nef, elle sert à faire des raouts d'entreprises du CAC 40, je sais pas, du style Thales, ça existe encore, je ne sais pas. Encore. Airbus, ça va durer, pas sûr. Voilà, donc en général, c'est loué pour faire les fiestas de ces entreprises. Voilà, donc, un apéro de caramel mou, mais à une échelle gigantesque. Maxi. Voilà. Donc vous rentrez aux abattoirs et vous débouchez dans une nef vide. Et là, c'est heureux. C'est un véritable capharnaüm. C'est rempli d'œuvres. Beaucoup de pianos. Donc, un piano par John Cage, piano par Ben, piano par Daniel Spoeri, donc les nouveaux réalistes. Voilà, puisque c'est aussi un des attraits, enfin au moins pour moi, de cette exposition, j'y étais jeudi dernier, c'est les nouveaux réalistes. Et c'est vrai que il y avait eu cette exposition sur les nouveaux réalistes aux abattoirs il y a 2 ans. Sur Spoeri. Voilà, sur Spoeri. Oui. Et là, on voit un peu d'Armand, on voit un peu de Ben, on voit les affichistes aussi, c'est-à-dire ceux qui arrachaient les affiches de la rue. Et qui les retravaillaient. Même souvent, pratiquement pas les encadrer. Donc Jacques Villeglé. Et moi, je trouve d'avoir ces portions de rue de la fin des années 50, du début des années 60, il y a une poésie énorme de revoir un bout d'affiche de cirque. Ça fait émerger toute une poésie. Il y a aussi les Japonais, que ce soit de Goutai et du groupe Zéro. Et là, on est donc après la guerre, le donc, Japon qui a entre 45 et 55. Qui a vraiment subi avec Hiroshima. Et c'est fou de voir la vitalité justement qu'il y a dans l'art japonais, la couleur, le rapport au son, aux performances, que ce soit chez Goutai et le groupe Zéro. Et ce sont aussi des collectifs avec énormément de femmes au sein des collectifs, ce qu'on n'a pas chez les nouveaux réalistes dans la vieille Europe, ou l'Europe qui se reconstruit aussi. Donc c'est vraiment une exposition historique, mais qui est dans ce versant de l'histoire plein de vitalité qu'on aimerait encore, moi que je ressens quand on n'est pas face à des artefacts voilà, c'est pas inanimé. Il y a encore une âme qui est vraiment qui vous touche. Et même si c'est sur des années antérieures, c'est vrai que ça montre quand même un art qui est vraiment à la marge et qui est peu connu. Et par exemple, les 2 groupes dont vous venez de parler, le groupe Zéro et Goutai, les 2 groupes japonais, les 2 collectifs d'artistes japonais qui sont très peu connus. Et je pense que c'est presque la première fois qu'on voit des œuvres de ces 2 groupes à Toulouse. Non, parce que justement, les abattoirs ont dans leur collection des œuvres de Goutai et du groupe Zéro. Et on les félicite pour ça, parce que chez le groupe Zéro, il y a une abstraction colorée très, très pleine de vie. Et c'est des œuvres qu'on a déjà vues, mais là, on voit un ensemble plus varié, plus divers, qui amène beaucoup de choses. Et esthétique qu'on revoit un peu plus loin au premier étage, avec le japonais Takesada Matsutani, où là, on voit, alors on appelle ça des estampes, on appelle ça des gravures, on appelle ça comme on veut, mais on est dans l'abstraction, mais dans la couleur, dans l'épure, dans la géométrie, c'est incroyable. Par estampe, il y a 2-3 couleurs, 2-3 formes, et avec 2-3 formes, 2-3 couleurs, chaque fois, il arrive à faire vibrer son format. C'est vraiment... c'est pas de l'op art, mais il y a une précision dans le choix des couleurs et des formes qui fait que c'est assez transcendant. Et là aussi, c'est vraiment beau d'avoir vu ça. On va aller à la rue. Oui, est-ce qu'on pourrait dire que cette exposition des abattoirs est une vraie réussite ? Oui, sauf un bémol, il y a une salle justement sur les futuristes, mise en scène par un grand commissaire qui doit avoir 80 ans aujourd'hui, qui s'appelle Achille Bonito Oliva, qui ressemble un peu à un parc d'attractions futuriste, et je trouve ça
un peu dommage. Et ça, voilà, il y a des vidéos, il y a du graphisme pour extraire les phrases des futuristes. Bon, et surtout, la séquence est très très longue. Et pour aller jusqu'au bout, il faut vraiment en avoir envie. Quoi. Ils auraient peut-être pu la réduire, je pense la raccourcir. Pour moi, c'est un anachronisme. C'est mettre au goût du jour quelque chose qui est du début du siècle dernier, du 20e, qui parlait de la vitesse à ce moment-là. Et vouloir en faire une œuvre multimédia, c'est à côté de la plaque pour moi. Donc ça c'est Viva Gino, une exposition aux abattoirs pendant tout l'été. Pendant tout l'été, voilà. Oui. Et donc, revenons dans la rue. Alors... Parce qu'il s'y passe aussi des choses. Il y a la manif de mardi, mais il s'y passe aussi d'autres choses. Alors, il s'est passé récemment, ces derniers jours, rue du Four-Bastard, donc en plein centre-ville, près de la rue de la Pomme. Voilà, et pas des quatre salauds. Hein. Four-Bastard, ça n'a rien à voir, c'est pas les quatre salauds. C'est pas un Tarantino de derrière les fagots. Donc il y a une boutique qui est rénovée, une boutique, un love store, je ne sais pas comment on appelle ça, quelque chose qui vend des toys, des pleasure toys, qui a rénové sa façade et qui a enlevé un grand contreplaqué. Et derrière ce contreplaqué se trouvait une peinture de l'artiste Mademoiselle Cat, une peinture qui date de 1999. Alors, si j'ai bien compté, c'est 21 ans. 21 ans, oui. Ça veut dire qu'elle a été préservée, du coup. Oui, elle a été préservée. En plus, c'est une période de Mademoiselle Cat qui, je le rappelle, est après Mystique, mi-80, a été une des premières femmes à peindre dans la rue, aux côtés de Miss Van au tout début des années 90. Elles étaient toutes les deux. Et a commencé avec des figures géométriques, schématiques, colorées, de mettre la femme dans la rue, de peindre en tant que femme dans la rue. Et là, on a cette silhouette très sexy, très arrogante, très victorieuse, d'une femme moderne, et qui jouxte ce magasin. de sextoy. Oui, mais ça pose une question que je trouve assez vertigineuse. Bon, déjà, ça parle d'une période où, à Toulouse, les années 90, l'art de rue était dans le centre-ville, surtout. Et c'était pas ce centre-ville que l'on connaît, où la brique rose est vernie, centre-ville muséographié, comment dit-on ? Muséifié. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce graffiti est toujours aussi vivant, si ce n'est plus, parce qu'il est devenu populaire, parce que maintenant on appelle ça le street art. À l'époque, ils étaient une poignée à peindre à Toulouse, mais ils peignaient dans la ville. Aujourd'hui, ils peignent dans les faubourgs, etc. Donc cette œuvre témoigne de cette période. Je ne sais pas, mais c'est une des rares encore vivantes. Alors que fait-on Comment la conserver Là aussi, c'est l'histoire de à qui appartient-elle. Évidemment, l'artiste qui la peint dans la rue, c'est très bien ce n'est pas qu'elle l'abandonne, elle l'offre à tous. Donc là, elle a aussi offerte finalement aux nouveaux propriétaires de ce magasin qui ouvre. Moi, si j'étais lui, je sais pas, je serais un peu malin. Surtout que entre le commerce qu'il propose et l'image de pin-up qui le côtoie, il y a comme une proximité qui permettrait de vivre en bon voisinage. Et il y a aussi ce rapport, on a toujours questionné l'art de la rue, le graffiti qui rentrait dans la galerie, ce qui est une fausse question, parce que dès son départ de Philadelphie à New York au début des années 70, les artistes qui peignaient sur les métros, qui allaient vers le centre-ville, ont très rapidement travaillé dans les galeries et très rapidement reconfronter leur art de la rue à l'art du support de la toile et du marché. C'est normal. Je ne vois pas pourquoi ils seraient exclus de ce rapport-là. Donc, par rapport à cette peinture, j'espère qu'il y aura une bonne intelligence pour la laisser en ville. En tout cas, on a vu chez nos Toulousains, vous savez comment c'est aujourd'hui, via les réseaux sociaux, que ce souvenir ravivé, cette renaissance, a fait un grand bien et plaisir à énormément de monde. Donc, souhaitons que cette peinture
ce flashback dans les 90s habite encore les murs de notre ville pendant quelques temps. Moi, je suis d'un optimisme limité et j'ai pris mon appareil photo. Et dès ce soir, après l'émission, j'irai la prendre en photo. Comme ça, je suis sûr de l'avoir dans mes archives. En tout cas, voilà, c'est une peinture qu'on a pu voir donc rue Fort-Bastard. Oui. Donc une petite rue qui fait la jonction entre la rue de la Porme et l'avenue et Alsace-Lorraine. Voilà. On peut s'y retrouver ce soir à l'heure de l'apéro. Merci Emmanuel Pomar. Merci à vous et rendez-vous mardi à 14h, 16 juin. Voilà, aux allées Jean Jaurès pour une manif. Ça va être super chouette. On va être plein de copains. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scouts. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel. Voilà, on va faire l'impasse sur le dernier morceau parce que comme d'habitude, on a beaucoup parlé. Nous avons jusqu'à 19h05 pour terminer cette émission et Fred Thibault va nous la terminer avec sa traditionnelle séance pelliculaire. Bonsoir, professeur Thibault. Bonsoir, petite fée de la FM. Bon, si vous saviez comme ça m'a manqué de ne pas recevoir cette introduction régulière face à face. C'est un plaisir. J'aurais pu faire, j'ai failli changer ma rubrique au dernier moment. Finalement, je m'étais dit, par rapport à la rubrique de Manu, je vais faire une rubrique peut-être sur le mot. Ah ouais. Mais en fait, pas du tout. Mais on peut imaginer la plus courte rubrique sur le mot qui n'a jamais été faite à Radio Campus. Eh bien, allons-y. Alors, on y va. Alors, Manu, il a parlé de Love Store, ça s'appelle des sex shops. Ouais. Il a parlé de sex toys, ça s'appelle des godemichés. Ouais. J'ai fini. Merci, bonsoir. Bon, mais vous avez vu, c'est un petit peu là. Ouais. Voilà, développer un peu quand même. Non, mais c'est super. J'ai remarqué ça avec des trucs de jeunes. Vous savez que je déteste les jeunes. Oui, je sais, oui. Truc, et que ils sont absolument insupportables. C'est la période où vous étiez complètement dépressif quand vous l'étiez vous-même. Oui, tout à fait. Ben, oui, complètement. Ben, je me souviens. Et alors, il y a des jeunes, par exemple, que je croise à la Cinémathèque, dans ce temple vénérable de la culture cinématographique. Qui me dit, oh là là, mais t'as pas vu le dernier Swashbuckler qui est sorti en salle. Alors, Swashbuckler. Alors, qu'est-ce que c'est un Swashbuckler? Je ne sais rien. C'est un film de pirate. Ah oui, d'accord. C'est aussi simple que ça. De pirate, voilà, mais c'est plus classe, vous voyez. Ouais. Alors, j'ai été au Love Store. J'ai été au Love Store. Tu vois, Joka, j'ai été au Love Store hier soir. C'était pas mal. Il y avait des trucs, quoi. Tu vois. Voilà. Donc voilà, ça c'est assez rigolo. Donc, de quoi je pourrais vous parler? Vous avez vu que j'ai pris quelques notes quand même. Donc ça va. Je suis désolé. Vous raccrocher au bras. Je pense que ça va être assez lamentable parce que j'ai plus l'habitude comme ça d'être en direct. Et Dieu sait si c'est une habitude. 5 minutes, Fred. 5 minutes. 5 minutes. Oui. Je vous rassure, on va y arriver très vite. Je sais pas. J'ai eu plein de problèmes. Qu'est-ce que j'allais faire? De quoi j'allais vous parler? Parce que plus rien n'a de sens pour moi à l'heure actuelle. Tellement on est dans une absurdité qui est continuelle tout le temps, de minute en minute. Alors je me suis dit, il faudrait que je fasse un truc un peu polémique. Alors je vous avais fait un truc sur les masques la semaine dernière. Voilà, alors je me suis dit, les films d'épidémie. Alors les films d'épidémie, on va encore parler des films d'épidémie. Puis il n'y a pas de réels bons films d'épidémie. Ça existe pas trop. Alors je savais pas. Alors je me suis dit, je vais parler d'un truc de jeunes. Ah. Que vous n'aimez pas. Et voilà, que j'aime pas, mais je me suis rendu compte que les jeunes, quand ils deviennent intéressants, c'est quand ils sont vieux. Parce que c'est ça le truc, en fait. C'est l'absurdité de tout ça. Donc je vais vous parler de Michel Piccoli. Et vous ne pouviez pas le dire dès le début. Non, voilà. Alors Michel Piccoli, parce qu'il y a eu un gros désherbage là, depuis quelques mois là. C'est là où je m'étais dit justement place aux jeunes. Mais place aux jeunes, donc comme je l'ai dit, les jeunes deviennent intéressants quand ils sont vieux. Comme vous dites, désherbage. Donc alors Michel Piccoli est mort. Alors je me suis dit oui. Et puis je me suis rendu compte que j'aimais bien Michel
Michel Piccoli. Mais, donc vous étiez triste en plus Non, pas tellement, parce qu'il était très vieux, il avait fait son temps. Hein, vous voyez, il faut faire son temps, et après, place aux jeunes, qui deviennent intéressants quand ils sont vieux. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans la carrière de Michel Piccoli, parce que c'est quand même quelqu'un qui a tourné avec les plus grands. Enfin, il y a René Clair, René Clément, Alfred Hitchcock, Louise Buñuel, avec qui il a fait 6 ou 10 films, je crois, un truc comme ça, quoi. Il a travaillé avec Bertrand Blier aussi. Bon, bref, avec Sauté, avec avec Claude Sauté, justement, on va en parler, etc. Et alors, j'ai trouvé, moi, 2 trucs qui me semblent être des anomalies un petit peu dans la carrière de Michel Piccoli. Il y a notamment son départ au cinéma. Parce qu'il commence au tout début des années 50. Alors, est-ce que vous saviez que Michel Piccoli avait interprété le monstre de Frankenstein ? Ah non. Ah ben voilà. Alors, c'est un film formidable qui s'appelle Torticola contre Frankensberg. Alors ça date de 1952. C'est un film de Paul Paviot, alors que tout le monde a oublié. Alors, c'est un court moyen métrage, parce que ça fait une quarantaine de minutes. Alors, très rapidement, parce que ça a lancé un peu la carrière quand même de Piccoli. Je ne sais pas dans quelle... J'ai pas réussi à retrouver dans quelles circonstances étaient diffusés ces films. C'était des premières parties avant le grand film, ou c'était vraiment des trucs qui étaient diffusés complètement en indépendant. Paul Paviot, dont je ne connais absolument pas du tout la carrière, hein, je tiens à le préciser, voilà. Il avait fait une série de films, moi j'ai vu les 3, c'est vachement bien, ça s'appelle Terreur en Oklahoma, Chicago Digest, et donc ce fameux Torticola contre Frankensberg. Donc, alors Terreur en Oklahoma, c'est une parodie de western, Chicago Digest, c'est une parodie de film noir, et Torticola contre Frankensberg, c'est une parodie de film fantastique. Alors là, voilà, ça c'est complètement étonnant. Et puis il est vraiment grimé en monstre de Frankenstein. Il a quasiment aucune réplique, si ce n'est des borborithmes comme ça et tout. C'est un film qui est délicieux parce que c'est un côté un petit peu surréaliste, c'est un petit peu mal foutu, etc. C'est le principe de la demeure gothique, du savant fou, du monstre qui est créé, etc. Ça joue sur l'esthétique des films Universal. Enfin voilà, c'est un truc qui est très plaisant. Vous l'avez sur YouTube. Hein. Ah ouais. Donc ça c'est gratuit. Ah d'accord. Rappelez alors le titre. Voilà, Torticola contre Frankensberg de Paul Paviot. Eh ben c'est formidable. On va presque arrêter là-dessus. On arrête là-dessus. Ah ben on arrête là-dessus. J'avais trouvé un film de Michel Piccoli, mais c'est pas grave. Je vous en parlerai la prochaine fois. Je veux. Voilà. Je veux. Voilà. Et donc on s'arrête sur ça. Torticola contre Frankensberg avec Michel Piccoli. Je pense que c'est quasiment un de ses meilleurs films. Non, je plaisante. Voilà. Et donc que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et voilà, et que vous allez voir sur YouTube gratuitement. J'aime la gratuité, moi. Voilà, c'est formidable pour aujourd'hui. On va s'arrêter presque à l'heure. Merci professeur Thibault de terminer cette chronique. Je tiens simplement à présenter mes excuses au groupe Martine, dont on avait prévu d'écouter un morceau tout de suite extrait d'un album qui sortira qu'en septembre. On l'écoutera la semaine prochaine. Tulip faisait donc la technique ce soir. Julien Terrier était notre invité principal. Manuel Pomar et notre bon professeur Thibault étaient nos chroniqueurs acharnés, patentés. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles, à la semaine prochaine et on vous laisse entre les mains de Little by Little. Bye.